Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quel bonheur de vous accueillir encore une fois dans votre rendez-vous Les Interviews. Mon invité de ce soir est auteur, compositeur, interprète, arrangeur, producteur. Il est issu d'une famille qui, à partir de son père, décline son histoire en musique. C'est un véritable musicien dans tous les sens du terme, un passionné, presque forcené d'un métier qui apparemment est inscrit dans ses gènes ainsi que dans ceux de ses frères et sœurs. De Mojazz à Afriza, il a effectué durant sa carrière un virage qui le mène du R&B le plus pur à des sonorités beaucoup plus couleur et rumba locale. Un savant mélange qui devrait accoucher d'un album à venir. Je vais le rejoindre et on en parle. Peggy Tabou, bonsoir. Bonsoir JP. Peggy Tabou. Alors, je vais évidemment pas faire la question rituelle que j'utilise d'habitude en préambule. Est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on se voit? On se tutoie. Générationnellement, on va se tutoyer, ça me paraît évident. Alors Peggy, j'ai fait ton portrait. Tu as quelque chose à y rajouter, à compléter, à enlever parce qu'il m'arrive aussi de dire des bêtises. Hein. Non, mais bon, franchement, c'était parfait. Et surtout la petite précision du groupe Mojazz, ce que peu de gens peuvent citer, sont capables de citer. J'ai trouvé ça intéressant. C'est un avantage purement géographique. Ouais, bien hein sûr. Alors Peggy, j'ai dit dans ce fameux portrait que l'on vient d'évoquer que la musique, elle est dans tes gènes. Hein. Ouais. Tu vois, je suis un peu, comment dirais-je, gêné. Mais finalement, j'essaye de dépasser cette gêne parce que je sais que l'on doit te parler énormément de ton papa. Bien entendu. Et je sais que la difficulté pour un fils qui a un père aussi illustre et qui a tellement marqué les esprits, c'est de s'imposer. Et c'est forcément, c'est un avantage d'avoir un père comme ça, mais c'est forcément aussi un peu une difficulté. C'est un avantage aussi, bien entendu. Et peu de gens le réalisent. Je pense que les fils de chanteurs ou de grands athlètes, on doit avoir cette pression sur les épaules de savoir qu'il y a un seuil qui existe à leur nom et qu'il y a un nom avant leur nom. Et donc c'est un défi, ça reste un défi. Néanmoins, moi ce que je me dis avant tout, c'est que je fais de la musique parce que je kiffe d'abord. Et puis ce seuil-là, c'est pas un défi auquel je suis obsédé. En fait, moi, ce que je veux, par rapport à la musique, c'est mettre ma pierre à l'édifice parce que je sens que j'ai quelque chose à apporter. Ceux qui sont un peu lents, on n'a pas cité le nom du papa de Peggy Tabou, c'est Tabouley Rochereau, que tout le monde connaît et ceux qui ne connaissent pas, réveillez-vous. Alors, on va certainement, dans le fil de cette conversation, son nom va revenir, on va certainement à un moment donné faire des parallélismes, etc. Peggy, tu es né où? Et où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi un petit peu à Kinshasa. En fait, bon voilà, je suis né d'un père musicien qui voyage beaucoup. Ma mère était Miss, donc elle bougeait aussi. Donc moi je suis né à Kinshasa. De Kinshasa, je suis parti en Europe. Je me suis retrouvé en Belgique, j'ai fait les maternelles en Belgique. Et donc arrivé là-bas, on est resté un bon petit moment. J'ai fait maternelle, je suis rentré en première. Primaire, et après revenu encore à Kinshasa. Et à ce moment-là, j'ai un peu plus, je me suis plus adapté un petit peu à Kinshasa. Je me souviens même que pendant un moment, mes parents devaient partir, mais ils ne pouvaient pas nous emmener avec eux. Je me suis retrouvé à Matete, chez ma grand-mère. Donc j'ai vécu un peu ce côté un peu de la cité, parce que ma grand-mère était à la cité. Le côté roots. Ah, le côté roots, que j'ai adoré en fait. Parce que j'ai kiffé. Malgré quelques désagréments qu'il y avait, bon, j'avais quand même mes parents qui envoyaient des sous.
Je crevais pas de faim, j'étais juste dans un cadre différent. Dans un cadre qui était différent de ce que moi je connaissais à ma naissance et que j'ai adoré parce que je me suis fait des amis. Certains sont encore là à ma tétée, d'autres, ben voilà, j'ai perdu un peu de nouvelles. Donc. Après être revenu de Belgique, tu restes un peu à Kinshasa et puis tu repars encore après, c'est ça? Je repars encore, bon, je viens ici. En fait, avant même d'aller à ma tétée, j'étais à Gombe. J'étais à Gombe, on habitait pas loin de ce qui est devenu Opoeta. Vraiment, j'habitais vraiment à la rue perpendiculaire à la rue de Opoeta. Okay. Donc j'étais là, donc j'ai grandi là, j'évolue là, j'ai des amis je me suis fait des amis là. Mais bon voilà, après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû partir. Il y avait une période où c'était difficile au Congo, parce qu'il y avait les pillages et tout. Pendant la période des pillages, je suis retourné en Europe, je vivais à Paris. Tu repars en Europe en 91, en 91, voilà. Au moment des pillages. Au moment des pillages, je repars là-bas, je pars à Paris. Donc je vais vivre là-bas avec mon père, avec mes autres frères, demi-frères et tout ça et tout. Et donc j'ai évolué à Paris pendant un petit temps. Après, bon, ma mère était en Belgique, nous on était à Paris. Au bout d'un moment, bon, après quelques années sur Paris, je commençais pas à me sentir dans mon assiette. Je me suis dit, je retourne près de chez ma maman, que j'adore. Et donc voilà, je me suis retrouvé en Belgique et déjà à partir depuis Paris, je baignais déjà dans le monde musical parce que tous mes frères, voilà, mes frères faisaient du rap et voilà, ça c'est un peu. On va y revenir parce que dans le cursus c'est important. Ton père est chanteur, ce qui déjà est musicien, ce qui déjà est pas banal et pas commun. Alors, est-ce que quand on a un père musicien, chanteur, artiste, est-ce que on ne s'imagine pas faire autre chose? Je veux dire, est-ce que tu n'as jamais rêvé de faire pompier, médecin, avocat, comme tous les petits enfants, non? Jamais. Moi, je suis né, je le dis toujours, hein, moi j'ai voulu devenir chanteur dès l'instant où j'ai su marcher. J'ai voulu faire de la musique dès l'instant où j'ai su donner un son de notes. Mes amis même qui m'ont connu, que ce soit à Gombe quand j'étais petit, à Matete ou même mes études en Europe, savent que Peggy c'est la musique quoi. Et c'était même pas parce que mon père en faisait. Parce qu'à cette époque-là, je suis pas fan de la musique de mon père. Mon père, je le vois comme un papa. Tu vois, et sa musique, je la voyais comme une musique de vieux, qui ne me concernait pas du tout, auquel je ne me voyais pas du tout. Parce que bon, tu t'imagines bien, on est plein d'enfants. Moi, je fais partie des petits. Donc la musique de mon père me semblait bien loin de moi. Donc quelque part, c'est même pas pour ça. J'ai l'impression que moi, je suis né pour faire ça. Parce que j'ai jamais changé d'avis depuis le jour où j'ai dit que j'en ferais jusqu'à aujourd'hui. Je donne pas mon âge. Si, bah, tu peux, il n'y a pas de problème. Non mais c'était ironique. Je veux pas donc, comme tu veux. J'ai continué dans ce domaine-là et jusqu'aujourd'hui, je me sens encore passionné, je me sens encore plein d'énergie et plein de choses à donner par rapport au domaine de la musique, quoi. Et donc toi, tu commences par le... C'est quoi? C'est le R&B ou c'est le rap? Moi, j'ai commencé, c'était le rap. C'était le rap. Je voulais rien savoir d'autre. En fait, en vrai, j'ai commencé à danser. J'aimais trop danser, j'étais fan de Werason quand j'étais ici. Et je me souviens encore, je dis cette anecdote tout le temps, c'est que moi, quand je suis revenu ici pour faire les primaires, j'allais à l'école Massamba. Je me souviens à cette époque-là, j'étais fan de Werason, j'aimais Wenge Musica à l'époque. Et j'étais persuadé que Werason deviendrait une grande star. Et mes potes, c'était un peu le défi. Ouais, non, moi, c'est JB, ouais, et tata. Et moi, quand on est parti dans les années 90 et tout ça et tout, parce qu'à cause des pillages, j'ai dit à mes amis, je pars, mais je sais que Werason deviendra une grande star ici. Ils me font, ouais, non, arrête. Et effectivement, quelques années après, c'est devenu le Wera qu'on connaît. Bah, JB aussi est devenu une grande star. Bien entendu, mais en fait... faut respecter l'équité, tu sais. Ici, il y a parfois des susceptibilités. Non. Je tiens vraiment à être clair, c'est tout simplement une analyse et ce n'est pas juste une comparaison. Parce que tout simplement, c'est deux artistes que je respecte, que j'aime beaucoup. Après, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment plus ce côté, tu vois, plus fan de Wera. Ouais. Donc à ce moment-là. Et donc voilà, donc c'est ces petites anecdotes-là qui ont fait... Voilà. Cher Peggy, on quitte l'enfance, hein, on va rentrer de plein pied vraiment dans le début de ta carrière, mais avant... Je vais lancer les éditos, je prends chaque semaine un sujet, je fais ma petite popote, je dis parfois des choses un peu limites et on se retrouve juste après. Ça, c'est Bruce Kathleen Jenner. Et ça, c'est Conchita Wurst.
Ces deux icônes modernes sont devenues les héroïnes incontestables et indiscutables à travers tout l'Occident. Je suis content d'appartenir à un pays où l'homosexualité n'est pas mentionnée dans la loi. La législation ne rentre pas dans la chambre des uns et des autres pour expliquer ce qui doit s'y faire entre adultes consentants ou ce qui ne doit pas s'y faire, et j'espère que ça va durer. Néanmoins, la surexposition médiatique et même parfois la béatification de ces deux personnages chez nos frères du Nord me laisse perplexe. Je peux très bien comprendre que l'identité sexuelle soit un problème pour beaucoup de gens à travers le monde. Mais je comprends beaucoup moins la sanctification de ces deux personnes et surtout le mélange des genres touffus qui l'accompagnent. Entre la pénalisation des actes privés dans certains pays africains et l'institutionnalisation des fragilités psychologiques dans les pays européens, il y a peut-être un juste milieu à trouver, non ? Sans compter les valeurs un peu boiteuses de la télé-réalité qui adore exploiter et user ce genre de sujet pour faire des millions sur vraiment pas grand-chose, et même presque rien. Bonsoir, je suis Julien Biscessé, directeur produit Samsung RDC. Merci de me recevoir chez vous. Je vais de ce pas vous inviter à me rejoindre dans cet univers d'innovation qui est l'univers Samsung. Ensemble, nous allons découvrir une application merveilleuse de celui qu'on appelle aujourd'hui le meilleur ami de l'homme. J'ai cité le Note 5. Ensemble, nous allons découvrir la capture d'écran, la nouvelle capture d'écran du Note 5. On y va? Je sors mon nouveau Air Command. Je vais dans mes dossiers. Ça nous arrive à tous de vouloir vivre ou travailler sans contrainte. J'ai un dossier, je ne suis pas dans mon bureau, j'ai mon Note 5. Qu'est-ce que je fais? Un exemple. J'ai avec moi plusieurs factures que je dois signer et puis envoyer au bureau. Mais je ne sais pas envoyer le tout en même temps. Je vais dans ma nouvelle capture, je capture mon écran et j'ai la possibilité de défiler, comme ceci. Je fais plusieurs captures en même temps. Et mieux encore, chers amis, je peux directement avoir toutes mes factures en un seul document et apposer ma signature. Et voilà, je peux envoyer le tout par email. Merci Samsung Galaxy Note 5. On se revoit à la prochaine émission. Alors, cher Peggy, après les éditos que l'on vient de suivre, comme j'ai dit, je ne te ferai pas réagir, ça n'engage que moi, tout ce que j'ai dit dedans. On rentre en plein pied dans vraiment, véritablement le début de ta carrière à l'adolescence. Ce groupe, donc, Mojazz, c'est avec qui que tu constitues ce groupe? J'ai constitué ce groupe avec mes grands frères. En fait, moi, faut que je te précise, je suis le cadet des garçons du côté de chez ma mère. Comme tu le sais, mon père a beaucoup d'enfants. Mais bon, voilà, chez ma mère, en tout cas. D'ailleurs, on n'a jamais eu un chiffre précis. Les chiffres changent tout le temps. Non, mais bon, voilà, on est une très grande famille. Et bon, du côté de ma mère, bon, on est chez les garçons, je dis pas tout le nombre d'enfants, on est 4. Et dans ces 4 garçons, je suis le cadet des garçons. Et donc mes frères étaient danseurs, étaient rappeurs et tout ça et tout. Et donc c'était l'an de la musique urbaine. Je l'ai saisi très vite à travers eux. Et le groupe Mojazz a commencé à la maison, dans la cuisine. On aimait danser, on aimait chanter, on créait des chansons, on composait tout le temps. Donc on était 4 frères, on n'avait pas vraiment le même âge, mais on avait vraiment la même passion. Et ce qui faisait que ça nous donnait une dynamique, ça nous donnait une créativité commune. Et de cette créativité s'est créé le groupe Mojazz. Le groupe Mojazz, c'était mon frère Abel, Bob. Qu'on salue. Voilà, qu'on salue. Et il y avait bien entendu moi. On a été les 3 premiers membres de ce groupe. Et en fait, on créait nos trucs à la maison. Et ce qui s'est passé un jour, il y avait un ami qui avait une chronique sur une radio et qui nous a dit, bon les gars, vous rappelez depuis longtemps, mais ça serait bien que vous fassiez quelque chose de concret, venez à la radio et faites un truc. Et on avait 5-6 morceaux qu'on n'avait même pas, on n'avait pas prévu de sortir ou quoi que ce soit, on les avait fait. Et un jour, on va à la radio, on nous met des phases B, et c'était la première fois vraiment qu'on rappelait ensemble et que tout le monde nous écoutait. C'était extraordinaire pour nous, parce qu'après, on a réécouté ce qui s'était passé à la radio, on s'est dit, mais c'est sérieux ce truc.
À ce moment-là, on a vraiment commencé à s'investir. Parce qu'au départ, ça a commencé naïvement et voilà, dès cet instant-là, on a commencé à s'organiser, on a commencé à grandir le groupe, on a commencé à vraiment créer des stratégies pour pouvoir se faire connaître au niveau de déjà la Belgique. Donc ça a été vraiment loin. On a été au-delà de ça, on a eu des propositions de signature en France. Il y a beaucoup de groupes, même en France, qui se sont inspirés de nous. Et on a eu quelques soucis juridiques, niveau contractuel, qui ont fait que on n'a malheureusement pas pu sortir un CD. On était vraiment en phase de le faire. On avait tout ce qu'il fallait. Donc on avait vraiment le CD, on avait tout. Et malheureusement, on a eu quelques petits soucis qui ont fait que on n'est pas sorti. C'était pas parce que le groupe s'était déchiré, c'était tout simplement les collaborateurs qu'on avait n'ont pas pu suivre comme il fallait. Et voilà. Et prochainement, quand on aura plus de temps, je te donnerai plus de détails là-dessus. Alors, Mojazz, est-ce qu'à un moment donné, ça se termine vraiment ou est-ce que vous continuez à collaborer ensemble, etc., sous un autre nom ou, donc, en fait, l'aventure continue cette synergie continue et voilà, c'est juste que ça change de forme. Et puis bon, moi, un acharné, un passionné de folie de la musique, j'ai continué à développer ce que j'avais. Je suis un performeur, j'aime développer ce que j'ai, j'aime en fait grandir dans ce que j'ai. Et j'ai touché un peu à beaucoup de choses, du chant, du rap, je suis passé au chant. Je l'ai dit, auteur, compositeur, interprète, arrangeur, producteur. Et tout ça, c'est pas des choses que j'ai choisies parce que je voulais avoir l'orgueil de montrer que je le savais le faire. C'était tout simplement parce que à l'époque où on faisait la musique, nous, c'était très difficile de pouvoir avoir des softwares pour pouvoir tout faire. On devait payer des studios. Les studios coûtaient très très cher parce que un studio acheter son matériel à des milliers, presque à des millions. Et donc du coup, le service était payant et pour des jeunes gars comme nous, c'était impossible parce qu'on était des étudiants. Et donc du coup, on a dû se développer, apprendre les machines pour pouvoir se créer ses propres instrus. Et de là, je suis passé très vite du statut déjà de chanteur, que ce soit déjà rappeur ou chanteur, et puis de compositeur parce qu'on avait besoin d'instrus et c'était quelque chose qui me passionnait. Et quand j'ai commencé à faire des instrus, je me suis senti dans toute cette lacune de ne pas pouvoir jouer un instrument. Alors j'ai commencé à jouer au clavier, je suis devenu claviériste et de clavier, ben voilà, j'ai touché à la guitare, je suis devenu guitariste et du coup en fait j'ai commencé à grandir comme ça et c'est devenu important sur chaque domaine parce que sur chaque domaine je me suis tellement perfectionné que j'ai créé une plateforme. Je suis devenu compositeur pour beaucoup d'artistes à travers justement ce manque qui m'a permis. On va venir aux collaborations que tu as faites, tu t'en fais pas, parce que là tu sautes une étape. Quel regard a ton père par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce qu'il te dit non, moi c'est là où on les a pas si? Ou est-ce qu'il t'encourage, il te dit non, moi fais comme moi, vas-y, tu vas y arriver? C'est quoi sa réaction? C'est quoi son accompagnement par rapport à ça? Au départ, c'était déjà quand je suis arrivé de Kinshasa pour aller à Paris, quand je suis parti des années 90, il m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire. J'ai dit je veux faire de la musique. Il n'était pas vraiment chaud là-dessus. Au départ, il n'était pas vraiment chaud. En fait, je me rends compte aujourd'hui, en fait, c'est parce qu'il savait que le domaine de la musique était un domaine très très difficile dans lequel il fallait faire des sacrifices incroyables. Et ces sacrifices-là, tu pouvais que le faire si tu aimes, si tu es passionné de ce métier. Et donc, il avait essayé un peu de me faire changer d'avis, mais j'étais très catégorique dans mon choix. Et donc ce qui s'est passé, c'est que après, au fur et à mesure que j'évoluais, il avait un œil sur moi. Et c'est même arrivé que quand j'avais 17 ans, il est venu dans mon studio parce que moi, j'ai poussé le truc très loin au niveau de la compo, au point que voilà, j'ai signé dans des maisons de disques françaises en tant que compositeur, avec des cachets incroyables pour un jeune gars comme moi. Donc j'ai pu créer des studios de musique. Et mon père, un jour, à mes 17 ans, il vient parce qu'il veut qu'on chante une chanson. Et alors on chante, on a enregistré la chanson. Et à cette époque-là, sincèrement, la musique congolaise, c'était pas un truc qui m'intéressait. Et encore moins celle de mon père. C'est pour ça que certaines personnes me voient chanter papa maintenant et se disent mais t'étais où tout ce temps? C'était tout simplement que c'était pas le moment pour moi parce que j'étais dans une quête un peu différente que celle que... Il y a vraiment des gens, tu arrives, tu interprètes les chansons de ton papa et ils te demandent tu étais où tout ce temps? Ouais. Mais quelle est la logique qui sous-tend? Tu chantes si tu veux, ce que tu veux,
Et a fortiori, au moment où tu veux, les chansons de ton père ou les chansons d'un autre. Quelle est cette réflexion Un petit peu ridicule? Mais bon. Donc toi qui as fait cette réflexion, c'est ridicule. Faut arrêter. Et donc voilà, mais bon, après, tu sais, je comprenais certaines personnes parce que c'était parfois t'étais où avant, c'était pas forcément toujours négatif, bien que la plupart des temps ça l'était. C'était franchement, t'aurais dû le faire avant. T'aurais dû le faire avant encore parce que ça aurait été encore plus extraordinaire. Mais en fait, moi j'aimerais te poser une question. Tu as commencé par le rap. Le virage pour commencer à interpréter les chansons de ton père. Je veux dire, un rappeur, c'est pas spécialement quelqu'un qui a une voix. Or, tu as la voix pour interpréter les morceaux de ton papa. Ce qui n'est pas donné à tout le monde parce que, bon, moi, je peux me mentir, rapper. Je peux essayer. Mais si tu me dis de pousser une note très haut ou d'aller la chercher très bas, j'ai aucune compétence. Alors comment tu as une voix naturelle ou tu as beaucoup travaillé Moi, par contre, il y a ce facteur un peu de grâce. J'ai la grâce. En fait, je savais déjà super bien chanter. Je faisais partie déjà très jeune, à l'âge de 11-12 ans, un des espoirs du R&B français. Ça veut dire que à 11-12 ans, des maisons de disques appelaient chez moi pour me demander de signer pour des albums soul ou R&B que moi-même, personnellement, je refusais. Parce que moi, ce qui m'intéressait au départ dans mon parcours, c'était de faire du rap. C'était volontairement. Et donc, j'étais mineur, donc mes parents, déjà la musique, c'était pour eux, c'est pas possible. C'est-à-dire que genre, non, il doit faire ses études. Tu connais les parents, comment ils sont au départ, surtout du côté de ma mère. Bon, mon père, il pouvait comprendre, mais bon, j'étais avec ma mère. Et donc, moi, on me proposait des contrats déjà avant. Je faisais déjà des chœurs. Je chantais déjà pour les gens. Donc, c'est-à-dire que moi, j'étais un rappeur, mais on m'appelait pour faire tous les arrangements vocaux de certains artistes. Parce qu'on savait que non, c'est un rappeur, mais il chante super bien. Et ça, c'était un peu ma grâce, parce que moi, j'ai pas appris à chanter. J'avais ce don, et c'est un peu cette grâce, pas méritée, ou je sais pas, que j'avais déjà. Mais c'était juste que je voulais pas ce domaine-là, à ce moment-là. Tu as collaboré avec des artistes de la scène R&B française qui ont fait des disques qui ont très bien marché. Je pense à Vita. Il y en a d'autres. Diams, oui. J'ai pu collaborer avec vraiment beaucoup des artistes extraordinaires tels que Booba. J'ai travaillé avec beaucoup de rappeurs en fait surtout. Voilà, aujourd'hui je travaille avec Watibé aussi parce que bon, bien que je suis un peu investi pratiquement à 95% sur mon album, il y a quand même des gens qui viennent me proposer des... C'est quoi ta plus belle rencontre musicale dans toutes celles que tu as citées là? Bon, je vais pas te demander la pire après, t'en fais pas. Mais l'artiste qui humainement ou musicalement t'a laissé le meilleur souvenir? Mais en fait l'artiste... je pense que c'est Puff Daddy. Parce qu'à l'époque, quand je suis rentré dans ce créneau de compositeur, j'ai eu le... On me disait ça déjà quand j'étais plus jeune. Et en fait, quand j'ai pu composer, j'ai commencé à évoluer de manière à pouvoir être demandé jusqu'aux États-Unis. Mes valeurs étaient orientées vers autre chose, dans la musique urbaine, la musique américaine, mais je me suis surpris à adorer la musique africaine et des messieurs comme Koffi Olomide m'ont bien aidé. Très belle transition pour ma prochaine question. Qu'est-ce qui provoque ce virage? Tu t'intéresses au rap et puis tu rentres dans le R&B, donc c'est le hip-hop quoi, en général. Et petit à petit, avec les années, peut-être que je me trompe, mais à partir du décès de ton papa, tu rentres de plus en plus de plein pied vers l'Afrique, vers la musique africaine, vers un métissage de ta musique vers la rumba. Comment tu analyses ça? Qu'est-ce qui fait que tu prends ce virage-là? C'est simple. Aucun vrai artiste n'a pas de quête. Une quête, c'est quoi? Ça veut dire grandir. Comme je te dis encore, grandir, c'est quoi? C'est de soi-même se satisfaire de ce que tu as. Parce que quand tu n'es pas satisfait, tu travailles pour te satisfaire. Ça veut dire que si tu ne savais pas jouer de la guitare, tu vas apprendre et tu vas te satisfaire des mélodies que tu peux créer avec la guitare. Tu grandis. Quand tu veux apprendre le piano, c'est la même chose. Et en fait, ce qui s'est passé, moi j'étais déjà signé en France en édition et tout ça, j'étais en préparation d'albums. J'ai déjà fait des albums qui ne sont jamais sortis. Parce qu'aujourd'hui, on va me connaître sur l'album dont on va parler aujourd'hui. C'est mon premier album, mais en fait, c'est mon premier album officiellement qui sortira.
mais le reste, j'ai fait au moins 3-4 albums qui sont jamais sortis en France. Pourquoi? Parce que moi, quand j'allais en France, j'étais considéré comme un mec trop avant-gardiste. Ça veut dire que quand je venais, les gens étaient surpris du produit que j'emmenais et ne savaient pas comment le travailler. Et donc, comme eux avaient des produits en main, ils se sont dit, bon, le mec est fort, on va essayer de l'utiliser pour pouvoir pousser nos produits jusqu'à un certain niveau dans lequel nous, on a besoin. Ce que lui fait, on peut difficilement le vendre en France, parce qu'en France, à ce moment-là, tout ce mouvement R&B, parce que moi, ce que je faisais, c'était du R&B. Alors, cher Peggy, la musique 50-50, le mélange le plus parfait possible entre ton expérience européenne à l'étranger et tes racines et ton futur au Congo, ça correspond aussi à toute une tendance de la diaspora à quitter les endroits du monde qui sont vieux, rabougris, où il n'y a plus grand chose à construire et qui ont la volonté de revenir ici en Afrique, construire réellement ce qui reste à faire. Ton album, tu y travailles depuis combien de temps maintenant? Écoute, mon album, je travaille déjà, il faut savoir que depuis 2008, parce que tout à l'heure on en a parlé, je reviens en Afrique, je suis revenu malgré moi, parce que j'étais venu je ne m'attendais pas du tout à venir en 2008 pour voir, donc je me suis retrouvé en Afrique et donc j'ai commencé ce processus-là d'apprentissage de la culture vraiment de mes racines en 2008. Aujourd'hui on est en 2016. Donc tout ce contenu-là s'est mélangé à tout ce que j'avais d'urbain et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que je représente, comme tu l'as dit, ce jeune de la diaspora. En fait, ma musique, j'essaye pas de faire comme les autres. Ma musique, j'essaye de faire moi. Et c'est tellement réel que c'est moi. Et du coup, voilà, ça donne, à mon sens, sans rentrer sans exagérer ou bien de dire que j'apprends à tout le monde. C'est pas ça. C'est juste que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'ai une pierre à mettre à l'édifice. Qu'il y a quelque chose que j'ai qui est de mon histoire et mon identité en tant que fils de Tabouley et mon parcours en tant que Peggy en Europe, qui a rencontré des grands artistes extérieurs et toute cette expérience que j'ai acquise, tu vois, depuis 2008 jusqu'à 2016, ça fait de moi ce que je suis et ça a fait que ce dosage-là du 50-50 a créé cet album qui va bientôt être là et qui s'appelle Sans Tabou. Alors, sans tabou, ce sera le titre de l'album. Il y a des collaborations, il y a déjà une collaboration avec Koffi Olomide sur Morolona Kokufa. Exactement. Il y en a d'autres? Bien entendu, j'ai aussi le grand chanteur Papa Wemba, qui a été aussi une source d'apprentissage pour moi énorme. Donc je me suis dirigé vers des personnes qui en mon sens, pouvaient m'apporter ce que moi je ne connaissais pas. Parce qu'ils sont déjà d'une certaine génération. Ils ont vu le temps passer sur la musique que nous, on peut faire aujourd'hui. Et donc pour moi, ces deux artistes-là, j'ai beaucoup appris d'eux, de Papa Wemba et de Koffi. Ça a été extraordinaire pour moi de faire cette collaboration. Et donc voilà, les collaborations sont plus rivées sur des artistes locaux. Parce que je ne voulais pas qu'il y ait d'amalgame à l'extérieur qu'on me prenne pour un Nigérien ou quoi que ce soit. Parce que j'ai déjà envoyé mes chansons, à l'époque j'ai fait une chanson qui s'appelle Tout haut. Et les gens se demandaient mais il est quoi, il est ceci, parce que c'était une musique qui était un peu coupée décalée. Ce n'est pas que j'aime pas le coupé décalé, mais aujourd'hui je veux vraiment défendre mes racines congolaises. Parce qu'on nous les prend, on les utilise d'une manière qui ne me plaise pas toujours. Alors moi, à ma manière, je veux montrer les valeurs de notre musique en mélangeant cette musique comme moi je pense qui est le mieux et qui garde cette splendeur qu'on a dans la musique congolaise et toute cette nouvelle technologie de la musique urbaine. Donc je ne voulais pas qu'on confonde. J'ai pris des featuring pour le premier album congolaise. Après, j'ai bien entendu des featuring qui se préparaient. J'avais mes featuring un featuring avec Arafat, Yemi Alade, Eddie Kenzo qui était déjà enregistré. Tout ça, j'ai décidé que ça viendrait après. Parce que je veux vraiment être identifiable. Peggy Tabou est un Congolais, tout simplement. Peggy Tabou est un Congolais. On a évoqué pendant cet entretien ton papa. Il y a Youssoufa évidemment qui est ton frère, qui fait une superbe carrière en France. Il y a Abel qui a collaboré avec toi dans Mo Jazz et qui je crois continue à collaborer avec toi. Il y a Marc Tabou qui est ton frère d'ailleurs que je salue parce que j'aimerais témoigner ici avant qu'on se sépare.
Marc est un des premiers journalistes pour la première ou la deuxième émission à m'avoir envoyé un message sur Facebook en m'encourageant, et c'était un geste extrêmement bienveillant et très gentil. Je le salue, Marc. Marc. Il est en Belgique, hein? Oui, il est en Belgique en ce moment. Marc, on te fait un big up. Sans tabou, très bientôt. Tu reviendras certainement nous signaler la sortie de l'album. Peggy, merci énormément pour ta disponibilité. Ça a été un plaisir, c'est passé extrêmement vite. Pour moi aussi, c'est passé extrêmement vite. J'avais tellement de choses à dire encore, JP. Tu me coupes la parole. Ça y est. Je suis obligé de revenir. Malheureusement, on est pris par le temps, mais promis, tu reviendras. Merci beaucoup, Peggy. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Superbe émission. Franchement, je suis agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas à ce genre de questions. J'ai l'habitude qu'on me pose toujours les mêmes questions que tout le monde sait, que je trouve très très important. Peggy, t'es le fils de Taboulay. Effectivement, je suis le fils de Taboulay. Mais aller au-delà de ça et d'aller chercher bien plus loin que ça, je trouve ça très intéressant. J'ai adoré, j'ai kiffé. Et franchement, je sais que ça va aller loin. Et je sais surtout que ça va rester longtemps parce que si les gens veulent vraiment savoir qui est Peggy Tabou, eh ben venez voir les interviews. Big up.